Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment faire pour que la voie professionnelle ne soit plus considérée comme une voie de garage? En tout cas, c'est ce que certains pensent. Que va-t-il ressortir de cette réforme qui est en train de se dessiner? On en parle dans un instant avec nos invités. Mon herbier des gens, c'est le dernier ouvrage de Rémi Courgeon, sorti aux éditions de la Cabane Bleue en mai dernier. Un livre qui met en lumière les jardins familiaux de Ris-Orangis et ses jardiniers. Il vient nous en parler en deuxième partie de l'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau. On ira en Grande-Bretagne, étonnamment, marqué bien sûr par la mort de la reine Elisabeth II. Loïc nous racontera son parcours scolaire atypique ainsi que celui du nouveau roi Charles III. Mais avant cela, on retrouve Loïc Landreau pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on commence avec le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui était l'invité de France Info ce matin. Bilan de la rentrée, contrôle continu, débat autour du crop top, embauche en urgence de 4500 contractuels pour pallier l'absence et la pénurie de professeurs. Beaucoup de sujets brûlants ont été évoqués ce matin et le ministre est également revenu sur cette hausse de salaire promise par Emmanuel Macron. On l'écoute. À partir de septembre 2023, les jeunes enseignants toucheront effectivement 2000 €. Et puis, les enseignants en milieu de carrière verront aussi leur rémunération progresser. Ce sera vrai dans un an. Nous préciserons les pourcentages d'augmentation à partir du mois d'octobre, lorsque la loi de finances sera discutée au Parlement. Et puis nous engagerons également des échanges avec les organisations syndicales. Donc je leur laisse la primeur. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que les augmentations interviendront à partir du mois de septembre et qu'elles concerneront les débuts de carrière et les milieux de carrière. D'autres questions lui ont été posées évidemment sur l'actualité des derniers jours, notamment sur l'éducation à la sexualité et les inégalités femmes-hommes. Regardez les orientations du ministre sur ce sujet. On peut agir de différentes manières, mais l'éducation à la sexualité dont je parlais, c'est une manière aussi de promouvoir cette égalité. Il y a des études françaises et internationales qui le montrent. Et puis, d'une manière générale, lutter de façon très concrète contre des stéréotypes et contre des formes d'inégalité entre filles et garçons, par exemple, à propos de l'occupation des cours d'école. On sait bien que... Et les garçons qui jouent au foot pour les garçons, la marelle pour les filles. Et cela n'a rien à voir, encore une fois, avec je ne sais quelle mais ça va se traduire comment Toujours à la télévision hier soir, l'un des opposants du ministre Pap Ndiaye était l'invité de CNews. Éric Zemmour, président du parti Reconquête, y a partagé sa vision de l'école et il a annoncé que son parti allait engager et soutenir la création d'associations de parents dont la mission serait de surveiller ce que fait l'éducation nationale au sein des établissements. Il dénonce une propagande organisée par le gouvernement, notamment autour du genre sexuel, de l'histoire de France ou encore la visite d'associations comme SOS Racisme qu'il a particulièrement ciblé et cité. Ces groupes de parents auront donc pour mission de signaler au parti Reconquête les points qu'ils jugent discutables pour ensuite mettre en place et structurer des actions sur les réseaux sociaux et devant les écoles. Un début de semaine donc décidément très politique puisque ce matin, Alexandre Vincent, des députés des Républicains du Rhône, a demandé un service d'accès à la citoyenneté. Dans une tribune publiée ce dimanche dans le Journal du Dimanche, il souhaite que les jeunes entre 16 et 26 ans puissent consacrer 3 mois ou 500 heures à la communauté. Alors ça peut être travailler bénévolement pour l'État, pour une collectivité territoriale ou une association reconnue d'utilité publique. Et en échange, ils auront la garantie que la France sera là pour les accompagner tout au long de leur scolarité et même après, grâce aux aides de l'État auxquelles ils auront accès sans aucune restriction. Et si ces 3 mois, écoutez bien, ne sont pas réalisés avant les 26 ans, les jeunes n'auraient pas accès à certaines aides comme le RSA. Ils ne pourraient pas travailler dans la fonction publique ni même voter. Voilà, c'est une proposition qu'Alexandre Vincent souhaite mettre en débat à l'Assemblée nationale dans les semaines à venir. Merci beaucoup Loïc. Quel est l'avenir de la voie professionnelle? À quoi s'attendre avec la nouvelle réforme qui est en train de s'écrire? On en parle tout de suite, c'est la question du jour.
Pour parler justement de cette voie professionnelle, je suis ravie d'accueillir deux invités que j'aime beaucoup, qui sont déjà venus dans le Grand JT. Pascal Vivier, bonjour. Bonjour Virginie Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du SNETA, le syndicat de l'enseignement professionnel. Et face à vous, ravie d'accueillir également Dylan Haïssi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du collectif Une Voix pour tous, qui réunit donc des élèves, des anciens élèves et des profs justement de ce métier pour alerter, sensibiliser et redorer l'image, je mets bien un petit redorer l'image des filières pro, parce que j'en ai marre, et j'imagine que vous aussi, que constamment, et c'est pour ça que j'ai commencé l'émission comme ça, en disant, je reprends mon texte, considéré comme, et par certains, une voie de garage. Pourquoi ça continue encore et encore, Dylan ? Parce que dans les faits, on a toujours tout un tas de données qui montrent à quel point l'orientation en lycée professionnel se fait malheureusement pas forcément au niveau du choix de l'élève, mais qu'il y a une logique de gestion de flux de la part des collèges et notamment des conseillers d'orientation qui orientent en fait les mauvais élèves en lycée professionnel sans forcément qu'il s'agisse de choix. Donc tout est un problème en fait d'orientation au départ par rapport à la filière pro. Vous avez question, Pascal Vigier. Je dirais il y a un vrai problème sur l'orientation, mais il y a un vrai problème aussi lié au collège. Est-ce qu'on s'occupe des jeunes au collège avant qu'ils n'arrivent à un choix d'orientation en fin de troisième qui, évidemment, est un choix par défaut. Donc ce sont les élèves qui ont les résultats scolaires les plus faibles qui sont orientés vers le lycée professionnel. Donc vous avez parlé tout à l'heure de voie de garage, mais on peut dire carrément que c'est une voie de relégation et c'est bien dommage pour les diplômes qui sont nécessaires aujourd'hui. Il n'y a pas que des mauvais en filière pro. Il n'y a pas que des derniers. Alors ça dépend de quoi on parle. Ouais. Quand on parle des brevets des métiers d'art, vous avez des taux de pression, c'est-à-dire plusieurs candidats pour un poste. Quand vous parlez de l'hôtellerie, de la restauration, vous avez beaucoup de candidats. Donc aussi, il y a un choix. Mais dès que vous parlez du lycée tertiaire, Agora, c'est-à-dire gestion, administration, logistique et transport, ce sont majoritairement des jeunes filles qui n'ont pas réussi à accéder au lycée général et technologique. Et donc, on se récupère des jeunes filles qui n'ont pas forcément le niveau scolaire, qui ne sont pas heureuses d'être ici, qui auraient voulu avoir une autre orientation. Et à la fin, vous avez des classes avec des polydifficultés. Cette question-là, elle se pose aussi avec les handicapés. C'est un chiffre que je donne souvent. 75% des lycéens en situation de handicap sont en lycée professionnel. Donc il y a un vrai problème d'orientation. Si ces jeunes qui sont en situation de handicap ont vraiment envie d'accéder à un métier rapidement, pourquoi pas ? Super. Mais 75%. Donc on voit que le système d'orientation est malade, mais plus que le système d'orientation où il est déjà en fin de course, en fin de troisième, c'est tout le collège qui n'arrive pas à exploiter les meilleurs talents de tous les élèves. Dylan Haïssi, vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Et deuxième question, est-ce que réellement il faudrait reprendre l'orientation peut-être beaucoup plus tôt, à partir de la 6e ? Alors complètement, on est d'accord sur ça. On aime aussi rappeler que finalement, cette question de l'orientation s'inscrit dans la ligne droite des défaillances du système éducatif français. On sait que la France, en termes de reproduction sociale par l'école, est un des pires pays de l'OCDE, sinon le pire. Et il y a ce chiffre qu'on aime aussi rappeler, qui est que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'aller en lycée professionnel et 169% de chances de plus d'aller en CAP. Donc finalement, ça s'inscrit justement dans tout ce processus d'inégalité scolaire, d'inégalité sociale, d'injustice sociale. Alors la question de l'orientation, elle doit s'inscrire de façon équivalente pour tous les élèves dans tous les territoires, mais elle doit aussi être l'objet d'un changement de regard. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de revalorisation du lycée professionnel, comme sont en train de le faire actuellement la ministre déléguée et le ministre Pap Ndiaye, on parle de revalorisation des métiers. Et nous, ce qu'on porte comme proposition, c'est l'idée aussi de transformer le contenu même des filières proposées et d'aller plus loin, d'être créatif. De quelle manière ? En créant finalement des filières qui correspondent aussi aux envies des élèves. Parce que là, la rhétorique qu'on entend constamment depuis la dernière élection présidentielle, c'est celle de l'emploi, c'est celle de l'adaptation finalement des filières aux enjeux. Où on engage. Exactement. Et finalement, on s'adapte seulement aux pénuries. Donc on va finalement, avec le lycée professionnel, boucher les trous du secteur économique, alors qu'on ne doit pas réfléchir comme ça. Alors que la formation n'est pas la seule coupable des défaillances du système économique.
Mais est-ce qu'au moment, effectivement, où on se pose la question de savoir, en tant que parent, mais aussi en tant qu'élève, où je dois aller, parce que c'est vrai qu'on nous dit tout le temps, mais non, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de débouché, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est vrai que l'élève comme le parent, et peut-être effectivement l'établissement, qui, il aide à la réflexion, se disent, oui, va vers tel métier, par exemple ceux du numérique. On se dit que probablement que la plupart des métiers, 75% des métiers en 2035, seront des métiers du numérique. Alors, est-ce qu'il faut penser comme ça? Ça concerne la carte des formations et il nous faut des nouveaux diplômes. Chaque ministre successif nous parle de métiers d'avenir. Oui. Moi maintenant, plutôt que de venir avec dans sa besace des éléments de langage, je voudrais vraiment qu'on définisse c'est quoi les métiers d'avenir, quel diplôme on met à côté, CAP, Bac Pro, parliez du numérique, dans la communication, on n'a pas besoin uniquement de concepteurs web, on a aussi besoin entre guillemets de petites mains, et au bout de la main il y a un cerveau, pour abonder un site web, on a besoin de jeunes pour s'occuper dans la communication et au niveau de l'événementiel. Tous ces diplômes-là, on ne les a pas. Parlons du grand âge aussi. Oui, alors justement, vous avez fait une proposition en ce sens, et puis en fait, pendant 5 ans, il ne s'est rien passé. Alors, pas pendant 5 ans, ça fait 20 ans qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous avez fait la proposition il y a combien de temps? Ça fait 15 ans que je 15 ans que vous en parlez. Ça fait 15 ans que je porte Comme ce débat-là. quoi, toutes les informations ne sont pas vraies sur Internet, puisque j'ai quand même beaucoup lu et à chaque fois, c'était inscrit 5 ans. Non, il faut apprendre à déchiffrer les médias. On a dû parler, on a dû raccourcir. Non, ça fait 15 ans que je porte ce débat-là. Ouais. Quand Jacques Chirac avait dit qu'on allait avoir un problème lié à la dépendance, tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on ait des diplômes liés à la dépendance. En s'inscrivant dans un diplôme qui est plutôt très reconnu, c'est le CAP Petite Enfance, où il faut savoir que majoritairement ceux qui passent le CAP Petite Enfance sont des adultes qui ont un autre diplôme, des hommes, des femmes, dans une seconde carrière, qui veulent garder des enfants, qui veulent plutôt travailler en crèche, etc. Et donc on s'était dit, il faut un CAP, grand âge, c'est un métier d'avenir. On a eu le ministère de la Santé qui nous a toujours dit non. Mais non, pourquoi ? Non, parce qu'ils ont leur propre diplôme d'aide-soignant, d'infirmière, et ils ont peur de dévaloriser une fonction de soignant. Et puis, vous savez, c'est des précarés où chaque ministère doit défendre ses propres diplômes. Mais l'aboutissement de tout ça, d'un travail de 15 ans, c'est que la pandémie arrive et on voit qu'on manque incroyablement de personnel dans les EHPAD, à domicile pour s'occuper des personnes âgées. Et ça, on ne l'a pas. Et dans plein d'autres métiers, des métiers où les jeunes pourraient aller, les conducteurs de drones. On voit actuellement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine combien les drones sont hyper importants pour le renseignement. Ouais. Eh bien, là aussi, ce ne sont pas les concepteurs du drone qui vont le conduire, il nous faudra des experts qui pourront aller au renseignement avec des drones, et ça aussi, on a des diplômes. Mais alors donc, à vous suivre, vous rejoignez en fait les propos du chef de l'État qui dit qu'il faut aller dans des secteurs, pousser justement la voie professionnelle dans des secteurs qui s'ouvrent et qui ont le plein emploi, ou presque? Alors moi, je ne rejette pas tout du président de la République. En revanche, je ne comprends pas qui lui a donné la photographie. Ou alors il a un strabisme, ou carrément aveugle, mais je ne comprends pas du tout. On ne peut pas dire actuellement nos jeunes en lycée professionnel ont besoin de plus d'entreprises. Aucune entreprise ne dit le jeune, il lui manque les technologies liées au métier. En revanche, il lui manque des savoir-être, il lui manque les réseaux, il lui manque à savoir se situer dans la société. C'est ça qui lui manque. Donc il lui manque plus d'écoles. Et le président de la République propose, lui, plus de stages. Je crois qu'une bonne réforme, ça serait déjà de dissocier l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont actuellement en fin de troisième et ceux qui sont en lycée professionnel, et ce qu'on fait dans l'avenir pour que des jeunes qui ne nous arrivent plus en fin de troisième cabosser, mais nous arrivent avec un réel choix d'orientation, parce que tous les métiers leur auront été présentés au collège. Et je dis souvent, il faut que le jeune qui finisse médecin puisse regarder sans aucune forme de condescendance celui qui va être plombier, celui qui va être aide-soignant. Et ça ne peut se faire qu'à partir du collège. C'est un débat plus global, alors qu'il veut
resserrer le débat sur l'enseignement pro. C'est le meilleur des mondes, Aldous Huxley, ce que vous nous avez raconté, mais dans la réalité, malheureusement, c'est pas ça, et on aimerait. Dylan Aïssi, là, on voit que Carole Grandjean, donc la ministre déléguée à la voie professionnelle, annonce l'augmentation, vous le disiez, de 50% du temps de stage pour les lycéens en voie pro. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que le fait d'avoir plus de stages et donc plus de familiariser avec l'entreprise, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de tutorat dans votre collectif? J'imagine que vous portez aussi ce genre de projet. Ce que démontre en tout cas cette volonté d'augmenter de 50% le temps en stage, c'est la méconnaissance déjà de Carole Grandjean de ce que c'est que d'être élève en lycée professionnel. C'est la méconnaissance ou en tout cas, comme le disait Pascal, l'aveuglement face aux chiffres qui disent que 60% des élèves en lycée professionnel arrivent avec au moins un an de retard scolaire. Et donc 50% du temps de stage sur les 3 ans équivaut à 1 an en entreprise. Ce qui fait que finalement, là où il y a le plus de retard scolaire, là où il y a le plus de retard sur les savoirs généraux, sur les savoirs fondamentaux, eh bien, on va pas prendre le temps de le rattraper par justement du temps scolaire, comme le disait Pascal. Donc il faudrait davantage en fait de savoirs fondamentaux aussi en voie pro? Absolument, mais en fait c'est une urgence. Le lycée professionnel, c'est... Ils le comprennent ça? L'État, le ministère? Non, visiblement pas. Le lycée professionnel, c'est la véritable école de la seconde chance, parce que lorsqu'on arrive, comme tu disais, on arrive très souvent cabossé, avec des retards qui s'accumulent, dans une orientation qui n'est pas choisie, donc dans des stages qui souvent ne sont pas choisis ou ne conviennent pas forcément à nos ambitions. Et donc là où justement le travail est à faire, c'est sur le rattrapage de ces lacunes, c'est sur le rattrapage de tous ces retards qui sont essentiels finalement pour la santé d'une société. Et pourtant, on voit beaucoup de jeunes, collégiens et après lycéens, donc, qui choisissent des voies professionnelles justement pour des métiers qui, tout d'un coup, se réapprennent, sont de plus en plus visibles aujourd'hui, qui sont les métiers, par exemple, du bois, les métiers effectivement de l'art dont vous parliez, de la mode, du costume ou d'autres. Donc petit à petit, au fait, on voit cette image se redorer. Est-ce que aussi ces sentiments qui revient ou de vrais jeunes font le choix de la voie pro parce que c'est la voie qu'ils souhaitent? Nous, c'est tout le discours qu'on porte. On dit finalement, effectivement, il y a des orientations qui sont choisies et il faut les encourager et il faut s'appuyer sur la façon dont elles fonctionnent pour pouvoir réformer le lycée professionnel. Et c'est pour ça justement qu'on ne dit pas qu'il faut une suppression du lycée professionnel, parce qu'on considère qu'effectivement, il y a une méthode pédagogique qui est intéressante et qui est importante pour des élèves qui ne sont plus en compétition comme ils ont pu l'être durant le collège. Mais finalement, il faut que ces exemples-là d'orientation qui soient choisis puissent représenter le plus de cas possible. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, les déplacements à gauche, à droite, les prises de position et prises de parole, par exemple, du président de la République montrent que, et du ministre aussi, Papa Ndiaye, montrent que, évidemment, une réforme semblerait s'écrire ou arriver dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on attend précisément de cette réforme au-delà de ce qu'on vient de se dire? Alors, mon organisation, elle souhaite une réforme du lycée pro. Parce que le constat, il est sévère. On a perdu 100 000 élèves ces 10 dernières années et ce n'est pas l'apprentissage. Donc ce n'est pas en ouvrant les lycées professionnels à une espèce d'apprentissage qu'on va résoudre les problèmes liés au lycée pro. Je crois vraiment, comme Dylan Aïssi l'a dit, il faut qu'il y ait une orientation qui soit plus sur le choix de l'élève. Il faut pouvoir apporter des rustines, c'est-à-dire donner le maximum d'écoles à ceux qui en ont eu le moins. Et il ne faut pas se tromper sur la photographie. C'est comme quand j'entends la ministre déléguée dire « il faut raccrocher les décrocheurs, il y a trop de décrocheurs en lycée pro ». Mais c'est normal, quelle affaire, quelle belle affaire. Découvrir que c'est en lycée pro que les élèves nous arrivent le plus fatigués, cabossés par le système, c'est normal qu'ils décrochent. C'est comme si je disais, il faut tuer l'hôpital parce que c'est l'endroit où il y a le plus de morts dans notre société. Enfin, pardon, mais si on part pour une réforme avec des constats pareils, on ne va pas s'en sortir. Une réforme est nécessaire, oui. Une complémentarité avec les entreprises, c'est nécessaire. Mais n'oublions pas sur le bac pro que tous les jeunes, leur volonté, à plus de 70% l'année dernière, n'était pas d'accéder à l'emploi après le bac, mais d'accéder à l'enseignement supérieur, à savoir avoir une place en BTS, en licence pro. Ça, il faut aussi entendre un phénomène de société où les jeunes qui se sont dirigés vers le lycée pro et qui ont réussi à acquérir et avoir goût à l'école, par le CAP, par le bac pro, veulent continuer massivement. Ou alors on leur dit, et je commence à l'entendre à cette rentrée, non, ils ne doivent que s'insérer dans l'emploi. Je vous le dis, nous c'est non. L'insertion, c'est et dans l'emploi, il faut que nos diplômes soient directement à mettre à profit dans les entreprises, mais aussi
à aller en enseignement supérieur. Mais vous le disiez tout à l'heure, Dylan ici, en fait, lorsqu'on est dans un milieu défavorisé, un jeune, il y a 93% l'occasion d'être orienté en lycée professionnel, et ce taux grimpe à 169% pour le CAP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on regarde de manière plus large, l'école crée des inégalités et les maintient. Bien sûr, elle les maintient, elle les renforce, parce que finalement, c'est des inégalités qui se creusent d'année en année. Et en aucun cas, aujourd'hui, la réforme qui est envisagée n'a pour ambition, justement, de mettre fin à ces inégalités-là. Il y a tout un paradoxe, finalement, qui n'en est plus un, c'est un secret de polichinelle. Lorsque Carole Grandjean, dans une interview pour Challenge, dit à la fois il y a de plus en plus d'exigences en termes de diplôme, donc il faut que nos élèves aient le plus possible accès à l'enseignement supérieur, mais qu'en même temps elle dit qu'il faut que l'insertion soit la plus rapide, et donc la réforme doit porter vers une insertion plus rapide. En fait, elle met le doigt justement sur tout le paradoxe gouvernemental, qui est finalement de cautionner le fait qu'il y ait dans l'image du lycée pro qu'ils en ont, la simple volonté finalement de répondre à des besoins, à des besoins du secteur privé. Nous, ce qu'on dit très bien justement dans une tribune qui est parue au Monde la semaine dernière, c'est que on a une génération qui ne veut plus subir son destin, qui ne veut plus subir son orientation. Et que parce que justement les savoirs sont de plus en plus accessibles, parce que la connaissance est de plus en plus accessible, il y a une urgence absolue à venir à terme justement de ces inégalités, à la fois d'orientation, à la fois de destin. Parce que lorsqu'on rentre dans le lycée professionnel, aujourd'hui, il n'est même plus question de mobilité professionnelle lorsqu'on observe la réforme dont il est question. Alors que de plus en plus, on nous fait part du fait qu'on changera plusieurs fois de métier dans notre vie, etc. Mais là, il n'en est même pas question. La façon dont est réfléchie cette réforme, en tout cas de ce qu'on en perçoit aujourd'hui, en tout cas du côté du collectif, c'est que les filières professionnelles qui vont être proposées, hormis celles qui vont être justement supprimées, auront comme seul but et comme seul objectif de répondre à des besoins. Alors qu'on ne peut pas concevoir l'éducation comme seulement une réponse à des besoins, on doit aussi la voir comme un moyen d'émancipation, comme un moyen de liberté. Ça veut dire que les filières, par exemple, qui amènent peu de débouchés, on les maintient ou on ne les maintient pas? En fait, pour nous, la question des débouchés, elle est importante, elle est en effet essentielle. Mais le principal sujet, c'est celui de l'intérêt de l'élève. Et oui. Le lycée professionnel, pour nous, ne doit en aucun cas forcer à travailler dans un secteur d'activité. On pourrait même dire que l'orientation professionnelle doit être celle de la curiosité. Finalement, est-ce qu'on a envie d'en savoir plus sur un secteur d'activité qui peut-être peut devenir notre métier, mais ça doit pas être la seule ambition. Alors, est-ce qu'il faut repenser peut-être le système des conseillers d'orientation, que je respecte évidemment, mais est-ce que c'est une vraie question aussi? Quelle est la formation pour être conseiller d'orientation? Il faut d'abord être psychologue. C'est ça, conseiller de désorientation plutôt aujourd'hui, malheureusement. Oui, pas tous, heureusement. Pas tous. Non, et puis là aussi, ils font ce qu'ils peuvent en fin de parcours. On ne va pas leur demander de faire un miracle, là où l'école n'a pas su tendre la main à des jeunes qui avaient d'autres talents que l'abstraction, vous savez, vous avez au collège une classe avec des élèves que vous devez amener vers une école d'ingénieur, vers la chirurgie, etc. Puis vous avez des élèves où vous devez amener à la plomberie. Eh bien, vous laissez tomber tous ces jeunes qui ont du talent, ils sont au fond de classe, et pas une fois on leur tend la main. Alors, le propos, il est caricatural, mais je pense qu'il ne peut y avoir de réforme de la voie pro si on ne touche pas au collège et si on ne touche pas à l'enseignement supérieur. On doit avoir une réforme avec une vision globale, comment les jeunes se saisissent de l'économie locale et des métiers pour les faire découvrir très tôt et non pas une préorientation. Il est hors de question de préorienter un enfant qui a moins de 14 ans. Pour nous, c'est clair. Je le comprends, mais si les conseillers d'orientation continuent d'exister et de tenter de faire leur travail, plus ou moins d'aider à l'orientation d'un jeune, est-ce qu'on ne devrait pas repenser aussi le système de formation, ces dits conseillers d'orientation? Est-ce qu'il faut le repenser beaucoup plus tôt, peut-être amener autrement? Voilà, parce que finalement, c'est eux aussi qui orientent les familles et les élèves. Pour nous, en fait, il faut tout simplement exploser les conseils d'orientation au sens large. L'orientation, ça ne se réfléchit pas seulement à un cerveau, ni simplement en cercle fermé autour des professeurs. Pour nous, l'orientation doit être finalement l'aboutissement d'une réflexion commune
avec les acteurs associatifs qui ont une vision extérieure de l'élève, donc qui ne voient pas l'élève simplement en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'enfant, avec les familles, avec les parents d'élèves. L'orientation, c'est quelque chose de tellement précieux qu'on ne peut pas justement simplement remettre ça entre les mains de quelques personnes qui vont avoir un regard sur l'élève, mais qui vont avoir un regard objectivé justement par une situation précise. Donc ça veut dire qu'il faut plus d'argent, plus de moyens à donner justement pour l'orientation. Comment on fait? On demande à l'État? Et plus de volonté politique. L'école ne peut pas se faire simplement au sein de l'école. L'école, c'est quelque chose qui est collectif. L'éducation, c'est quelque chose qui est collectif. Et donc, elle doit aussi ouvrir ses portes aux acteurs extérieurs. Les acteurs extérieurs, c'est qui? Les entreprises privées, c'est qui? C'est les associations qui ont un rôle moteur dans certains territoires. C'est les familles, c'est les parents d'élèves. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal? En tout cas, je suis pas contre. J'ai toujours dit que l'école n'appartenait pas ni aux profs, ni aux élèves, ni aux parents d'élèves, mais à la société en général. Une école, c'est une colonne vertébrale d'une nation, et il faut qu'on s'intéresse à savoir à quoi sert l'école et qu'est-ce qu'on veut que chaque jeune qui sort de l'école puisse posséder. Donc la question de la culture commune. C'est vrai que l'école ne réussit plus du tout à être un ascenseur social, et c'est vrai qu'il est dans une reproduction sociale qui est devenue insupportable. Insupportable. On voit le nombre d'enfants d'ouvriers dans l'ex-Sénat ou à Polytechnique qui sont inférieurs à 1970, à 1980. Donc c'est infernal. Oui, mais ça fait des années que c'est le cas, vous l'avez dit vous-même. C'est la faute des politiques. Oui. Et à cause de l'aveuglement des politiques. C'est pas la faute des profs ni des conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation, ils font ce qu'on leur dit. Oui. Et quand vous avez un jeune qui vous arrive cabossé, eh bien vous pouvez mettre que 2 pansements, mais vous pouvez pas le guérir. Donc nous, on dit déjà, il faut qu'on y travaille vraiment sur le collège. Comment on tend la main à un jeune qui a des difficultés et qu'on lui redonne envie d'aimer l'école, mais aussi de découvrir quel talent il a en lui qu'il pourrait exploiter. Comment on fait une orientation qui ne soit plus une orientation par défaut. La différence mais avec par Dylan... choix, donc. Mais qui soit vraiment par choix. Et si on veut ça, c'est pas un monde idyllique. L'orientation se fait dans un processus long, en 6e, en 5e, en 4e, et à la fin en 3e. Mais c'est un processus long sur des enfants. Donc l'enfant n'est pas un adulte en miniature, il se construit tranquillement. Donc on lui laisse le temps. Il peut aussi varier dans ses goûts, dans ses envies, mais on l'accompagne. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, oui, c'est du temps, ce sont des personnels, mais c'est aussi se dire à quoi sert le collège. Et ça fait longtemps que vous en parlez, ça fait longtemps qu'il y a eu des réformes là-dessus. On a eu plein de réformes, il y en a encore une il y a quelques années. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi tout d'un coup, soudainement, on peut avoir une lumière d'espoir? Lumière d'espoir, je ne sais pas si dans l'état actuel, en tout cas en voyant ce que va faire le gouvernement, il y a une lueur d'espoir qui est envisageable. En tout cas, déjà, ce qui est encourageant du côté des propositions alternatives qu'il y a, c'est la mobilisation générale des syndicats qui ont réussi à s'unir justement pour pouvoir porter un autre projet du lycée professionnel. Et puis en fait, c'est le fait que paradoxalement, Macron présente cette réforme du lycée professionnel comme une réforme très importante de ce quinquennat-là, ce qui en fait va permettre de poser des questions de fond qui ne sont pas posées par le gouvernement, mais que nous, on est prêt à poser, qu'on est prêt à poser sur la table, avec des parlementaires qui nous soutiennent, avec des organisations qui nous soutiennent, avec des acteurs associatifs qui se mobilisent. Et donc, nous, on veut justement profiter de cette occasion-là pour pouvoir faire cette bataille de fond, cette bataille philosophique sur le lycée professionnel. Vous vous sentez écouté? On se sent en tout cas entendu. Après, nous, ce qu'on porte, c'est pas, on ne l'a pas inventé. Il y a un travail fou qui est fait depuis des dizaines d'années par les syndicats. En tout cas, on sent dans l'opposition de gauche comme de droite qu'il y a en tout cas un intérêt pour cette question qui arrive de façon assez différente de celle dont elle était précédemment arrivée. Donc il y a des choses qui vont se faire en tout cas au niveau parlementaire qui sont, je crois, pour l'instant inédites. Pour tous ceux qui se sentent bien dans la filière pro, qui ont réussi à avoir un métier qui leur plaît, et cela par choix, donc parce que cela existe évidemment, tout cela, est-ce qu'ils vous disent combien ils sont heureux en filière pro, combien cette filière leur donne confiance justement en eux et en la vie? Alors, on a des données scientifiques. On a un service à l'éducation nationale qui, je pourrais l'appeler le bébé INSEE. Elle s'appelle la DEP, qui fait des études scientifiques. C'est moyen comme nom. Je sais, mais c'est les acronymes de l'éducation nationale. Sauf qu'ils ont étudié aussi l'attente des élèves, leur contentement ou non à la fin de leur diplôme. Tous disent, pourquoi on n'a pas eu des profs et cet enseignement-là avant. Ouais. Donc ça, c'est
très... alors ça nous fait plaisir, ça flatte l'ego un petit peu, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les jeunes dont on prend un endroit et on les amène au diplôme, je vous assure, c'est valorisant pour nous, mais d'abord pour eux. Et la plupart, je vous dis, à plus de 70%, ils veulent poursuivre parce qu'ils ne sont pas fous dans ce monde. Ils savent que dans les métiers du tertiaire, on embauche à Bac+2, Bac+3 et non pas à Bac. Eh bien, il ne va pas falloir qu'on les freine, il va falloir au contraire qu'on ouvre des places de BTS, qu'on valorise le diplôme et qu'on leur donne accès à ces diplômes-là. Donc, heureusement, on a des élèves très très heureux et ceux qui décrochent, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à décrocher et on n'en est pas responsable. Ça, c'est le message à la ministre. Que les choses soient claires, entendu. Diana Yassi, dernière question. Est-ce qu'on pourrait imaginer une voie pro pour les métiers qui nécessitent de longues études, de grandes études ? Bien sûr. En fait, nous, la question qu'on pose, c'est que finalement, si l'enseignement professionnel a pour but de former à des secteurs d'activité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir plus loin ? Pourquoi justement on ne pourrait pas avoir des responsables de communication qui soient issus de bac professionnel ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des concepteurs ni des designers web qui soient issus de bac professionnel ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas même avoir des juristes ou des avocats qui soient issus de bac professionnel ? Pourquoi est-ce que le bac professionnel finalement est un chemin accéléré vers l'emploi, même si certains le souhaitent ? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire qu'il soit fidèle à sa double ambition et d'insertion pour celles et ceux qui le souhaitent, mais aussi de poursuite d'études et voire de parcours plus longs d'un point de vue académique et scolaire. Écoutez, on espère que les choses bougent et vite, que ce ne sera pas une énième réforme pour rien et qu'enfin, on puisse être fiers tous de cette voie professionnelle, puisqu'on est déjà fiers, mais qu'on arrête de parler de voie de garage, ça suffit. Absolument. Stop à ce terme-là, épouvantable. Merci mille fois à vous deux d'avoir été là. Diana Yassi, je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Une Voix pour tous, et qui réunit donc des élèves, des anciens élèves, des profs pour alerter, pour sensibiliser et redorer l'image de cette filière pro, de ces filières pro. Pascal Vivier, vous êtes secrétaire général du SNETA, le syndicat de l'enseignement professionnel. Merci à vous deux. On marque une courte pause et on se retrouve. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. Je suis ravie d'accueillir sur le plateau du Grand JT Rémi Courgeon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur et illustrateur de Mon herbier des gens, un album entre fiction et documentaire, un réel documentaire. On va en parler parce que c'est une réalité que vous rendez si bien dans ce herbier des gens, aux éditions La Cabane Bleue. Cet herbier des gens, il rend hommage aux jardins familiaux et à ces jardiniers en particulier. Le projet est né dans les jardins familiaux de Ris-Orangis.
Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous-même, à la base, vous êtes vous avez une ferveur, dirais-je, écolo, vous êtes sensible à la nature depuis toujours. Évidemment. Et vous aviez envie, au travers finalement de cet ouvrage, de pouvoir rendre hommage à tous ceux qui essayent, dans ce vaste monde qu'est une cité, une grande ville, de pouvoir tout d'un coup faire renaître, faire émerger la nature. Ce livre, il vient d'abord d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est 7 hectares de jardin partagé. Je dis un chef-d'œuvre parce que derrière ce chef-d'œuvre, il y a un chef d'orchestre, un merveilleux chef qui s'appelle le président et qui existe réellement, qui s'appelle Gilles Melin. Et pour moi, c'est une très très grande rencontre. C'est des gens comme ça, on n'en rencontre pas énormément dans sa vie. Ce type, il a décidé enfant, en lisant L'homme qui plantait des arbres de Giono, que ça serait sa vie, planter des arbres. Et donc, il a toute son œuvre. C'est un homme qui a autour de 70 ans. Et depuis qu'il a 15 ans, il est dans la nature. Il était un des tout premiers écolos, militants, mais pas un militant de terrain. C'est-à-dire qu'il a voulu construire vraiment et son chef-d'œuvre, c'est ses jardins. Voilà. Et oui, alors on le voit, c'est dans la toute première page. Vous parlez du président, on le voit, vous faites l'illustration justement de Gilles Melon, comment vous l'appelez Gilles s'appelle Gilles Melin, et je l'ai appelé Gilles Melon. Comme vous êtes appelé Rémi Courgette. Et en échange, moi, m'appelant Rémi Courgeon, je lui ai dit, en échange, je m'appelle Rémi Courgette. Alors c'est ce qui m'a touché effectivement dans l'herbier des gens, c'est qu'en fait, on vous rendait hommage à tous ces jardiniers, évidemment à la nature, ce qu'elle est de si belle, mais à tous ces gens qui, au travers de parcours complètement différents, d'âmes tout à fait différentes et de manières de cultiver différentes, justement, de pouvoir créer un jardin. Et notamment, vous voyez, j'ai mis mes petits post-it, je vois Vroom Vroom. Alors Vroom Vroom est un concessionnaire auto, racontez-nous, parce que c'est assez génial. Oui, Vroom Vroom, c'est un concessionnaire auto que sa femme a poussé au jardin parce que, il avait des petits problèmes de santé, il fallait qu'il respire et tout ça. Puis finalement, il n'aime pas le jardin. Enfin, c'est trop silencieux, ça va pas assez vite, ça pousse pas assez vite, et donc il s'est équipé de tout ce qui a un moteur. Et donc c'est Monsieur Moteur, Monsieur Vroom Vroom, voilà. Donc c'était intéressant de mettre en scène un personnage qui est éminemment pas monsieur. Oui, le prototype parfait. Et oui, c'est pas le parfait écolo, mais c'est l'inverse. Mais en même temps, c'était un personnage qui était important pour mettre en lumière les autres, les bons comportements, parce que c'est quand même un album jeunesse et des professeurs vont avoir ce livre entre les mains et on va se poser des questions. Et oui, d'autres questions, par exemple, parce que c'est plein de personnages, je le disais, mais un autre exemple encore, Mamie Fatima. Mamie Fatima, elle adore faire pousser tous les légumes du couscous. Voilà. mais elle existe vraiment. Ouais. Alors là, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Elle est rayonnante. Elle parle très mal le français, voire à peine, mais tout le monde l'adore. Et c'est un peu la première à être au jardin et la dernière à être au jardin. Elle est tout le temps. Et bien sûr, elle produit des légumes et bien sûr énormément les légumes qui rentrent dans la composition du couscous. Donc j'ai même imaginé que si la merguez était un légume, elle aurait la meilleure récolte. Beaucoup d'informations, beaucoup d'humour et toujours cette ode effectivement à la nature et au sens écologique. Voilà, c'est ça aussi l'herbier des gens. Vous avez fait samedi dernier une rencontre avec les habitants de la ville et les jardiniers justement pour une séance de dédicace du bouquin. Quelle a été la réaction? Enfin, les réactions. Alors déjà, les retrouver, c'est toujours un bonheur parce que j'ai commencé à les dessiner de manière réaliste au pinceau, encre de Chine, de manière assez précise, pour les apprivoiser. En fait, c'est ma méthode de travail. Je dessine quotidiennement, je fais des portraits. Je suis fan de portraits. Voilà, je suis absolument effaré qu'on soit des milliards, mais tous uniques. Et le portrait, ma manière de faire des portraits, c'est vraiment l'envie de dégager la singularité de chacun. Et donc, les gens se livrent après. Il y a une confiance qui s'installe. Ça n'a rien à voir avec une photo volée. C'est vraiment une conversation autour de « je suis une Joconde et moi je suis le peintre qui va peindre cette Joconde comme ça,
Le temps, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, plus longtemps quelquefois. Puis il y a un autre qui arrive, un deuxième qui voudrait y être. Une maman veut absolument être avec son enfant. C'est ce qu'on voit, hein, on le voit à chaque page. Il y a toute la famille qui est représentée. Et ça, c'est un... Alors j'ai beaucoup voyagé et je voyage avec des carnets et je voyage avec des portraits partout dans le monde. Et ça m'ouvre... Voilà, je me suis retrouvé dans des checkpoints un peu compliqués en Afrique et à dessiner les types qui étaient du Chiang Post et qui nous laissaient passer hyper contents d'avoir leur portrait, qu'ils allaient punaiser dans leur casemate, quoi. Et donc ce bouquin, il a été commencé comme ça, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce qui était extraordinaire chez Gilles Melin, c'est qu'il avait le président, donc, hein, le président, c'est qu'il avait cette empathie extraordinaire avec les gens. Il pouvait vous parler d'un arbre, d'une plante, d'une espèce de plante, de permaculture, mais et quand on lui posait la question sur une personne, il savait d'où il venait, d'où venaient ses racines. Mais je pourrais dire ses racines, ses feuilles, ses fruits, ses fleurs, quoi. Et ça, je me suis dit, le sujet, il est là, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup perdu dans nos sociétés actuelles, je pense que vous serez d'accord, c'est ce qu'on appelait le bon sens paysan. C'est ce rapport à la nature, ce rapport aux saisons, ce rapport au temps qui passe. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui reconnecter tous ces enfants au jardin, à la terre, en mettant, pourquoi pas, du jardinage au programme scolaire et retrouver un petit peu cette connexion avec la nature et avec, je le redis, ce temps qui passe et le bonheur de constater les saisons et de faire pousser des choses. Ce serait intéressant pour les enfants de revenir à ça. À ça, je vais vous répondre que c'est déjà en marche depuis de nombreuses années. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment développé partout. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ah ben justement, on est là pour ça. Alors ça se développe où ? Mais partout. Quand j'ai commencé à faire des albums jeunesse, je ne savais pas que j'allais être invité comme ça, nord, sud, ouest, est, partout en France, et quelquefois hors de France, à rencontrer des classes. Partout où je vais, il y a des jardins. Des jardins avec des bénévoles qui sont le grand-père d'un enfant ou un voisin de l'école qui vient aider à cultiver. Donc c'est vraiment implanté partout. Alors le truc, c'est pas forcément médiatisé, mais s'il fallait on pourrait faire un tour de France des jardins scolaires. Et vous verriez qu'il y a des choses merveilleuses. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Évidemment. Alors, c'est aussi le rôle de l'école de sensibiliser effectivement aux grands sujets de société, notamment aux problèmes que nous rencontrons très très graves ce défi climatique. Est-ce que c'est aussi votre rôle en tant qu'auteur et illustrateur jeunesse de pouvoir sensibiliser un maximum les enfants, peu importe l'âge d'ailleurs ? Évidemment. C'est très important. En plus... je ne suis pas le seul. On est très très nombreux, autrices, illustratrices, auteurs, illustrateurs, à parcourir la France d'école en école, souvent liés à... Pas en avion, hein ? Ah non, pas en avion, on est en train, en car, voilà. Et puis, en fait, on a ce rôle merveilleux d'électrons libres. On n'est pas des professeurs. Mais on a un rôle pédagogique et probablement plus axé sur la créativité. On est là pour témoigner d'une certaine attitude créative. Créative et aussi pour l'engagement citoyen. Alors, bien sûr, tous mes amis sont des gens qui sont engagés. C'est des féministes, c'est des écolos, c'est des gens qui posent des questions de société à travers des histoires qu'ils vont raconter aux enfants. Évidemment, on est tous... très, très impliqués. Et dernière question, vous voulez rencontrer justement les futurs petits engagés ou les engagés déjà qui ont 5 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans et qui vous disent « moi je veux sauver la planète, moi aussi je veux que demain matin on puisse vivre ». Alors je vais rendre hommage à tous les professeurs qui le font depuis de nombreuses années. En tout cas, moi je suis en primaire. Voilà, je vais jusqu'à la 6e, mais rarement au-delà, parce que j'écris pas trop pour les autres tranches d'âge. Mais je peux vous dire que les professeurs des écoles, de la maternelle jusqu'au CM2, ils parlent de ça. Mais les enfants aussi, non, le sont. Énormément. Extrêmement concernés. Énormément. Quand j'étais gamin, on s'en fichait de jeter notre papier de bonbon dans la cour de récré. Je ne vois pas un papier de bonbon dans une cour de récré. Ouais. Ça ne se fait pas. Et si jamais un enfant le fait, il y a un autre enfant qui va lui dire tu vas le mettre à la poubelle. Non, mais il y a tout. Enfin,
c'est un tout petit exemple, mais il y a ces questions sur l'eau, ne pas gâcher l'eau, par exemple, quand on va se laver les mains, c'est des questions que les professeurs développent depuis vraiment des années. Donc, il faut leur rendre hommage parce qu'ils le font très sérieusement. Voici un superbe support à la fois pour effectivement les professeurs, les instituteurs, mais aussi pour nous parents, pour nous copains, pour nous peu importe en fait qui nous sommes, pour pouvoir parler effectivement à la fois de voisinage, d'humanisme, de rencontres, mais aussi d'écologie et d'engagement citoyen. L'herbier des gens, donc paru à la Cabane Bleue. Et vous avez un autre ouvrage qui va paraître le 5 octobre, qui s'appelle Comme un arbre. Rémi Courgeon, non pas Courgette, parce que c'est comme ça que vous vous surnommez pour la vanne, mais Rémi Courgeon, donc Comme un arbre. Encore une fois sur la nature. Oui. Sur la nature, et pour aussi l'école d'ailleurs. Parce que c'est aussi parce que dans les classes, on me pose la question souvent, et pourquoi vous ne racontez jamais des histoires qui se passent dans une classe, par exemple dans notre classe. Et à chaque fois je dis non, je préfère vous emmener un petit peu ailleurs et tout ça, jusqu'au moment où je me suis dit bon, je vais raconter une histoire qui se passe dans une classe, donc une histoire de relation forte entre un élève qui fait un hors-sujet parce qu'on lui a posé la question si vous étiez un arbre, un animal, vous seriez quoi? Et cette petite fille qui s'appelle Linette dit je veux pas être un animal, je veux être un arbre, un tilleul. Et voilà. Donc elle est en hors-sujet complet. Et comment fait un professeur quand il y a un élève à forte personnalité fait une sortie de route comme ça ou un pas de côté. Oh, c'est pas vraiment une sortie de route, ouais. C'est un bon mot, je crois. C'est un vrai bon mot. Voilà. Comme un arbre aux éditions Milan. Et puis donc, Mon herbier des gens, qui est toujours disponible, évidemment. La Cabane Bleue, par Rémi Courgeon. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand JT, de nous parler de vos ouvrages. Loïc, c'est à vous. Vous êtes prêt ou pas? Oui, toujours. Et si on parlait d'Angleterre? Oh oui, God save the king. Bravo. Loïc, c'est le moment de la chronique historico-culturelle. Je l'adore. J'espère que je vais tout apprendre. Et j'espère qu'on va évidemment... Enfin, c'est même pas j'espère qu'évidemment, ça marche pas. C'est on va évidemment parler de Grande-Bretagne. Oui, mais malheureusement, c'est un petit peu l'actualité. Et en fait, j'ai eu envie de vous parler des parcours scolaires respectifs de la reine Elisabeth et aussi de son fils, le nouveau roi Charles III. Pourquoi? Parce que je pense qu'on comprend mieux la personnalité et les choix de vie des souverains lorsqu'on connaît ce qu'ils ont vécu personnellement et surtout en termes d'éducation scolaire. Ça dit beaucoup, je trouve, sur les gens, donc je voulais vous en parler avec déjà une première question. La reine Elisabeth avait-elle des diplômes? Est-ce qu'elle a eu le temps déjà? C'est bien, la bonne réponse, c'est ça. C'est qu'évidemment, elle n'a pas eu le temps. Déjà, elle a été reine très jeune, à 26 ans, mais surtout, il faut se rappeler qu'à son époque, elle est née en 1926, tous les enfants de la famille royale étaient scolarisés à Buckingham Palace, donc avec des précepteurs. Et pour Elisabeth, qui était la fille du roi George VI, c'était donc à Buckingham où elle étudiait l'histoire, la géographie, la littérature et la composition, ce qu'on appelle aujourd'hui la rédaction. Ça, c'était calqué sur les programmes officiels ou pas? Oui, alors peu ou prou, elle apprenait effectivement la même chose que ce que faisaient ses petits camarades dans les écoles publiques, mais avec quand même un accompagnement ultra personnalisé et puis surtout, je dirais une vision monarchique, institutionnelle, géopolitique de tous ces sujets-là, c'est-à-dire avec toujours en ligne de mire le moment pour être prête à régner. Oui, donc évidemment, ça demande de comprendre le monde un peu différemment. Enfin... Oui, et oui, en fait, c'est ça. Ça demande aussi d'être ouverte à beaucoup d'autres matières que n'apprenaient pas les enfants de son âge à cette époque. Toute petite, on lui enseigne par exemple le français. Elle était quasiment bilingue en français. On lui apprend aussi la musique, la danse, le soin des animaux. En gros, Elisabeth, elle suivait des cours de 9h30 à 11h tous les jours et elle passait le reste de la journée à faire des activités de plein air ou justement à apprendre les arts en règle générale. Le rêve en somme. Alors... Pas sûr du tout, parce qu'elle avait des journées bien plus structurées et bien plus contraignantes que les enfants de son âge. Elle avait 1h30 de pause, mais elle devait aussi apprendre, intégrer et appliquer toutes les exigences du protocole, de l'étiquette. Et puis, à l'adolescence, elle continue son instruction à domicile, toujours à Buckingham, mais avec les plus illustres professeurs. Par exemple, le vice-recteur du collège d'Eton, qui est encore aujourd'hui l'un des fleurons en termes d'éducation privée. Ils sortent des diplomates, des ministres et donc des rois et des reines. C'est entre 13 et 18 ans là-bas.
Donc, ce vice-recteur lui enseigne l'histoire constitutionnelle, le droit monarchique, et puis il y a même l'archevêque de Canterbury lui-même. C'est un peu comme si un cardinal venait vous apprendre le caté. Et ben lui, il venait à Buckingham pour lui apprendre la religion anglicane et tout ce qu'il y avait avec. Mais elle se sentait peut-être un peu seule ? Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle a eu une éducation scolaire extrêmement solitaire. Pas d'amis, pas de jeu, c'est le sens du devoir en fait qu'elle a acquis dès le début. La sociabilisation, malheureusement, elle n'en a pas eu beaucoup. Elle avait toujours l'obligation d'être concentrée, obéissante, excellente. D'ailleurs, il y a une anecdote qui a été reprise dans la série The Crown, très, très intéressante, où elle a des précepteurs qui lui apprennent à avoir des conversations avec les grands de ce monde. Parce que elle a beau avoir un socle de culture générale, il faut qu'elle puisse avoir des sujets de conversation. Et donc, on voit que les précepteurs lui apprennent, c'est toujours assez drôle. Mais personnellement, cette éducation-là, j'en aurais pas voulu. Voilà. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'elle a reproduit le schéma avec ses enfants ? Eh bien, elle aurait bien voulu, mais son mari n'a pas voulu, pour le coup. Voilà. On va parler d'ailleurs spécifiquement du roi Charles III. Figurez-vous qu'il a été le premier membre de l'histoire de la famille royale à aller à l'école, grâce à son père. Voilà, c'est son père qui a décidé de le mettre à l'école. Jusqu'à ses 8 ans, il a suivi une éducation traditionnelle avec les précepteurs de Buckingham. Sauf que son père perçoit tout de suite que c'est un enfant timide, très solitaire, sensible, rêveur. Certains observateurs disent même qu'il était une déception pour ses parents. Écoutez bien, ses parents ne le considéraient pas apte à prendre le trône un jour. Du coup, son père, le prince Philippe, donc, décide de le sortir un peu de la couveuse de Buckingham pour le mettre dans une école normale, privée, huppée certes, mais à peu près normale. Et pour l'endurcir à 13 ans, il l'envoie en Écosse dans un pensionnat extrêmement dur à base de châtiments corporels et autres joyeusetés du genre. Il y est harcelé et battu par les autres élèves qui l'obligent parfois, dans des nuits d'hiver, à dormir la fenêtre ouverte. Sinon, il venait et il le tapait. C'est lui qui raconte ça. Donc, c'est une période horrible pour lui qui va renforcer à la fois son côté un peu idéaliste, mais aussi son envie de vivre sa vie, sa vraie vie, pas la vie du royaume. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, néanmoins, il intègre la Royal Navy, comme le veut la tradition, et il devient, encore pour la première fois dans l'histoire de la famille royale, le premier à décrocher un diplôme universitaire en archéologie et en anthropologie à Cambridge, Donc voilà, moi je trouve que quand on sait tout ça, le harcèlement qu'il a subi dans son enfance, la déception de ses parents, qu'il a dû absorber, qu'il a dû sentir, je trouve qu'on comprend mieux ses choix vers une vie la plus normale possible, et puis sa vision très sociale, très écologique, presque poétique, presque romanesque dans sa nouvelle fonction de roi. Voilà, et je trouvais intéressant de vous partager ça, parce qu'on est aussi un peu tous le résultat de ce qu'on a vécu à l'école. Et oui, l'éducation est primordiale. Merci Loïc. Avec plaisir. Alors le meilleur de School TV, c'est maintenant avec le Zap. Pour justement accompagner ces enfants vers leur autonomie numérique, vous lancez un hashtag, c'est même plus qu'un hashtag, ça s'appelle Bienvenue les 6e, mais ce sont aussi des kits pratiques et pédagogiques gratuits pour les parents, pour les enseignants, des ressources disponibles en ligne, aussi en version papier. On verra tout à l'heure que plusieurs académies vous accompagnent, son partenaire, l'Éducation nationale aussi. Mais d'abord, l'idée de départ, c'était quoi ? C'était de prendre le contre-pied d'un hashtag qui a fait malheureusement beaucoup parler de lui, c'était à la rentrée dernière. Le hashtag anti-2010, qui a semé non seulement une vraie controverse et aussi qui a provoqué beaucoup de problématiques pour ces enfants qui entraient en 6e à la rentrée dernière. Anti-2010, on rappelle que ce hashtag avait été notamment popularisé sur TikTok, Twitter ou encore Instagram. TikTok qui avait d'ailleurs décidé de supprimer ce hashtag quelques jours après le début de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire cette fois-ci à la génération 2011 qui arrive ? Qu'on les aime ? On leur dit bienvenue. Exactement, c'était le parti pris. L'année dernière, ce hashtag anti-2010 a fait peur quand même à beaucoup de collégiens, à beaucoup de parents, et surtout a de nouveau mis sur le devant de la scène le numérique, les pratiques du numérique des jeunes, avec un angle très négatif, très anxiogène, qui n'est pas propice en fait au dialogue, à la prévention, mais plutôt à l'interdiction, au contrôle. Donc, nous, on a envie de prendre les devants et dire justement, bienvenue les 6e, et hashtag bienvenue les 6e, pour dire qu'on allait s'intéresser à leurs pratiques numériques,
qu'effectivement, comme le disait Julie, l'entrée en 6e, c'est un vrai cap dans la vie d'un enfant, de ses parents aussi. Je crois qu'il y a toujours un petit stress, une vraie émotion, c'est ce que disait Julie également. Mais c'est un tournant aussi dans sa vie numérique. N'attendons pas le premier fait divers, n'attendons pas le premier cas de cyberharcèlement, prenons les devants dès la rentrée, aidons-les à adopter les bons réflexes numériques à l'école et à la maison aussi. Le livre, en tant que tel, il est plutôt pour les enseignants. Mais comme on a tous été en classe et que parfois nos enfants y sont encore, vous allez voir, on apprend plein de choses en général. La première, et là je vais paraphraser Simone de Beauvoir, c'est qu'on ne naît pas classe, on le devient. En fait, vous, professeur, au premier jour de la rentrée, c'est il n'y a pas longtemps d'ailleurs, vous avez une juxtaposition d'individus, vous n'avez pas encore une classe. Oui, alors c'est le principe même de ce qu'on appelle la scolarisation. La scolarisation, c'est le fait d'apprendre avec les autres. Et donc l'idée de cet ouvrage, c'est aussi d'aller un peu plus loin, peut-être d'apprendre par les autres et puis aussi peut-être porter une ambition plus large, porter pour les autres. Alors quand on arrive à la rentrée, là c'était le cas il y a une semaine, on découvre justement sa classe. Et là, il y a deux manières de voir. Soit on voit la classe, c'est un ensemble d'individus qu'on pourrait appeler les autres, qui ont leur singularité, leurs différences. Et donc soit on essaye de faire avec, mais c'est tout de suite compliqué parce que chacun a ses particularités et du coup c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité. L'enseignant il doit faire face aux singularités de chacun et du coup il se transforme assez vite en garçon de café, ou au contraire on pourrait aussi penser que faire la classe, les élèves sont là ensemble et donc nécessairement, spontanément, ils vont travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément... Ça marche pas non plus. Ouais. Donc on a le choix entre un truc très vertical, très autoritaire, ou ce que vous venez de l'image du garçon de café, et vous, ce que vous allez chercher finalement, c'est... Alors c'est pas un entre-deux, c'est plus une troisième voie d'ailleurs. Oui, voilà, c'est en gros de ne pas verser d'un côté ou de l'autre, c'est comme un précipice si vous voulez. D'un côté, il y aurait un collectif idéalisé où tout le monde spontanément travaille ensemble, et puis de l'autre, des individus auxquels il faudrait porter attention singulière. Or, ce n'est pas possible dans des classes à 35 par exemple. Bien sûr. Donc la ligne de crête, c'est d'essayer d'osciller en réalité entre le collectif et l'individu. Par exemple, de faire une activité ensemble, mais de revenir sur ce que chaque élève a éprouvé, a pensé ou a ressenti à ce moment-là. Et donc d'accorder, de jongler, d'osciller entre la singularité de chacun et le commun qu'on construit collectivement dans la classe. Nicolas Wecker, la ville des Mureaux, c'est 33 000 habitants, c'est votre question ? Plus de 33 000 habitants, 33 200 habitants. J'ai regardé directement sur mon téléphone. Une ville des Yvelines qui déclare ouvrir les cours d'école qui s'y prêtent depuis 10 ans déjà en les gérant comme des parcs. Ça veut dire quoi ? Alors déjà, c'est pas toutes les écoles. Il y a certaines s'y prêtent plus ou moins. D'accord. Effectivement, ça veut dire que pendant les vacances scolaires, par exemple d'été, on détermine par secteur une école qui est rendue ouverte. Donc ça rend cet espace disponible. Par exemple, beaucoup de gens veulent des aires de jeu pour leurs enfants, et on les comprend, surtout pour les plus petits. Il se trouve qu'on a des jeux dans nos écoles, donc ces aires-là, on les ouvre plus particulièrement. Vraiment, l'idée, c'est de mutualiser. Et puis, ça rend l'école accessible, aussi ouverte. Ça permet aux parents de rentrer dans l'école de potentiellement leur enfant, en tout cas. Anaïs Lucté, que dites-vous à ceux qui pourraient penser que c'est une usine à gaz ? Alors bien sûr, je ne vous cache pas que ça nécessite un certain nombre de contraintes techniques, des coûts aussi supplémentaires, mais je dirais, voilà, c'est le prix à payer un petit peu, mais après on a un bénéfice en remerciement à la fois des citoyens, à la fois des acteurs publics et des communes, des élus, et puis aussi des acteurs associatifs qui sont pleinement satisfaits. Donc usine à gaz, je dirais, dans le cadre de la conception, mais après dans la pratique, on oublie très rapidement cette usine. C'est vrai que quand on regarde un petit peu plus près la vie numérique de ces ados, et encore une fois c'est d'autant plus particulier sur l'entrée en 6e, on voit une nouvelle socialisation qui démarre vraiment sur les réseaux sociaux, avec des codes qu'il va falloir savoir maîtriser, mais lesquels exactement, Axel ? Alors, les codes à maîtriser, on est déjà dans une évolution de son identité quand on arrive au collège. C'est un cap quand même pour les enfants parce qu'ils vont avoir des comportements sociaux assez différents en primaire. Ils comprennent très vite qu'il va falloir être accepté par un groupe et ça peut les amener à adopter des codes, déjà dans la vie réelle, qu'ils n'adopteraient pas forcément seuls. Sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est démultiplié parce qu'ils vont aussi être nourris par les influenceurs. Ils le sont certainement déjà avant, ils sont beaucoup sur YouTube dès le plus jeune âge. Donc ça va en fait conditionner aussi la manière dont ils vont avoir envie de se présenter, de se représenter. On sait que certains réseaux sociaux véhiculent une image d'hypersexualisation, par exemple. C'est des choix d'algorithme, il pourrait y avoir d'autres choix. Donc ça donne, ça peut brouiller des repères et amener des enfants un peu influençables à adopter des mauvais comportements. Donc il y a les enjeux d'identité numérique, liés à ça, les enjeux de
protection de ces données personnelles. À partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, qu'on accède à un service gratuit, on ne se pose pas forcément les questions de qu'est-ce que l'on donne en échange. On donne nos données. Qu'est-ce qu'il est fait de ces données? Donc déjà auprès du réseau social. Et puis dès qu'on partage quelque chose, qu'est-ce que ça devient? Donc il y a des messages en fait très simples de prévention à transmettre. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on partage un contenu, il nous échappe, que ce soit une image ou un autre type de contenu. Donc rien que réfléchir à ça avant de poster, c'est un bon réflexe à avoir. Et puis il y a toutes les questions aussi toutes les règles en fait autour du droit à l'image. En fait, un enfant n'est pas responsable de sa propre image. Donc s'il partage l'image d'un de ses camarades, il peut se retrouver, pourquoi pas, avec une plainte des parents, parce qu'on n'a pas le droit, tous les parents savent, signent en début d'année des autorisations de droit à l'image, mais les règles, elles sont les mêmes en ligne et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quelques règles comme ça à connaître et qui sont utiles pour toute sa vie numérique, en fait. Si vous êtes parents, vous l'avez tous vécu, c'est lundi matin et votre enfant, pas de chance, il a de la fièvre, il est malade, vous décidez qu'il n'ira pas à l'école, sauf que vous, normalement, vous travaillez, alors que faire? Eh bien, sachez que le Code du travail prévoit des droits. Dans ce cas-là, je me suis aidée de la juriste Marine Sonnera des éditions Tissot, qui a écrit un article sur la question. Donc, si votre enfant est malade, vous pouvez vous absenter, quelle que soit votre ancienneté, à condition que vous assumiez la charge de votre enfant. Alors attention, il s'agit d'un congé non rémunéré et possible uniquement si vous avez un certificat médical à justifier pour votre enfant. Ouais, c'est un peu hard, c'est forcément non rémunéré. Alors, en réalité, ça dépend de votre convention collective. Certaines peuvent être un peu plus souples et prévoir que ces journées d'absence soient quand même rémunérées. En tout cas, c'est un droit. Je ne viens pas parce que mon enfant est malade pendant combien de jours? Alors, 3 jours par an maximum. C'est pas obligé que ce soit cumulé. Ça peut être en fractionné. Et ça peut aller jusqu'à 5 jours si votre enfant a moins d'1 an ou si vous avez au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans. C'est 3 jours par enfant ou c'est 3 jours au total? Voilà, c'est là. Il faut bien réfléchir parce que c'est 3 ou 5 jours en tout pour tous les enfants d'une même famille. Ah ouais. Ce qui est, il faut bien... Donc j'ai 6 enfants, j'ai une demi-journée par grippe, quoi. C'est un petit peu ça, Super. voilà. Et alors là aussi, sachez que ça dépend de votre convention collective. Votre employeur peut aussi être un peu plus souple et vous autoriser à vous absenter un peu plus longtemps. Et c'est toujours la même chose, même si la maladie est plus grave? Ah oui, alors depuis tout à l'heure, je vous parle de maladies dites bénignes. C'est un rhume, une grippe, où je me casse le poignet. Mais en cas d'accident grave ou de maladie grave, cette fois-ci, en tant que salarié, vous pouvez bénéficier d'un congé de présence parentale ou vous absenter même plusieurs mois. Oui, parce que dans ce genre de situation, on peut avoir besoin de rester et de s'impliquer énormément auprès de son enfant. Obtenir un temps de travail aménagé pour cela, c'est possible? C'est tout à fait possible et c'est un droit que l'employeur ne peut pas vous refuser. Ça s'appelle un congé parental d'éducation, mais là aussi, il y a certaines conditions. C'est un droit jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Il faut que vous, en tant que salarié, vous ayez minimum 1 an d'ancienneté. Et puis ensuite, vous pouvez choisir. Ce congé peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Mais si vous le prenez à temps partiel, votre employeur a le droit de décider pour vous les jours où vous travaillez. Par exemple, si vous avez envie de prendre votre mercredi et que l'employeur n'est pas d'accord, il n'est pas obligé de vous donner ce mercredi. On reste sur les petits, ça ne concerne pas trop l'école, parce qu'on est sur jusqu'aux 3 ans. Mais après, c'est toujours possible? Alors, c'est possible, mais dans ce cas, c'est plus un droit que vous avez. Et c'est une demande que vous faites à votre employeur et à lui d'accepter ou pas. Voilà. Les résultats, ils sont immédiats. On peut mesurer assez rapidement, effectivement, les impacts de cette mutualisation. Alors, en termes de dépenses énergétiques, oui. Puisqu'on a un bâtiment qui a énergie positive, donc on a pris le temps de le concevoir comme ça. Et surtout, c'est devenu un lieu où les habitants ont plaisir à se rencontrer, à se retrouver. C'est rarement le cas d'une école où il y a un attroupement à la sortie, parfois à l'arrivée, mais c'est rarement un lieu hyper fédérateur. Là, c'est devenu un lieu qui incarne un peu un secteur de la ville. Anaïs Lucdet, quelles contraintes sont les plus récurrentes, si je puis dire, effectivement, quand vous décidez de faire tel ou tel projet en Gironde? Moi, je partage l'analyse de Monsieur Muro, c'est-à-dire les contraintes, on les a au départ. Parce que bien sûr, aujourd'hui, c'est assez peu connu comme pratique. Donc les acteurs, la puissance publique, mais aussi les acteurs économiques, au moment de la conception, les entreprises sont peu familiers. Donc on rencontre un certain nombre de contraintes. Et puis ensuite, tout devient plus fluide au moment de la mise en service. On a un jeu aussi d'équilibre, parce que quand on crée comme ça un appel d'air sur le territoire, c'est vraiment un outil d'aménagement du territoire. Donc on peut avoir un certain nombre d'acteurs qui rentrent en concurrence
concurrence en fait sur l'utilisation. Je ne sais pas si le collègue au Muro a rencontré aussi ce constat, mais sur certains territoires où il y a une attente très forte, en fait, certains acteurs associatifs notamment peuvent rentrer en concurrence. Et là, je dirais l'intelligence collective avec l'appui des collectivités au plus proches que sont les municipalités, eh bien, on essaye de trouver des compromis pour que chacun puisse avoir, je dirais, son créneau d'utilisation. Nicolas ? Oui, effectivement, il faut trouver des compromis. L'idée, c'est de fédérer, que les gens se rencontrent, se retrouvent. Si ça devient uniquement les cours de théâtre du conservatoire, on en a pris certains, mais pas forcément tous. Et pareil, dans l'activité associative, il ne faut pas que ça devienne le joujou d'une association. Ça, voilà, ça va de soi, entre guillemets. Merci pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt, chers amis. Mais la semaine prochaine. Et oui, toujours, fidèle au poste. Fidèle au poste aussi, vous l'êtes. Merci 1000 fois de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox pour nous revoir. Revoir et revoir, encore et encore. SchoolTV.com, bien sûr. Insta, les réseaux sociaux, Twitter & Co. Bon, on est là. Vous nous écrivez, on vous répond. Et on se retrouve demain. Merci à toute l'équipe de School.